Et comme vous pouvez l'entendre, un aéroport est un chantier continu. Et nous ne dérogeons pas à cette habitude, même si j'ai vu un de mes collègues aller s'efforcer pour pouvoir raccourcir ça. Alors, si je prends un peu l'année en bref, qui est un peu une prélude à ce que je vais vous décrire un peu plus en détail, on peut quand même aussi dire, et là je partage totalement le point de vue de notre présidente, qu'on peut être satisfait. Nous avons fait une très bonne année. D'abord, avec une augmentation des passagers à 17,4 millions, et de nouveau, l'augmentation en soi n'est pas un objectif, mais il montre l'attractivité de Genève Aéroport. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'augmentation des mouvements, c'est-à-dire des avions, qui sont finalement source aussi de bruit, était très faible, voire négatif, si on regarde que les mouvements de ligne et de charter. Et en plus, nous avons un revenu qui est nettement mieux que ce que nous avons prévu en budget. Nous avons vraiment pu démontrer une très bonne santé financière et en plus qui n'est que légèrement moins haute que celui de 2016. Et quand vous allez voir, nous avons en même temps aussi pu mettre en œuvre des investissements au-delà de 125 millions, qui est un record historique et qui serait notre challenge pour les années, ou notre défi pour les années à venir, parce que nous avons besoin de mettre en œuvre un certain nombre de travaux, autant pour accommoder la croissance qu'on a vécue jusqu'aujourd'hui, et aussi des demandes de nos futurs passagers. Sur ceci, je vais d'abord vous donner un peu quelques éléments sur notre fil rouge. Pour ceux qui se souviennent du rapport annuel de l'année passée, nous avons mis en avant nos 5 objectifs stratégiques. Et cette année, nous avons décidé, et ces 5 objectifs stratégiques étaient définis par la direction générale en 2016, et cette année, nous avons décidé de travailler avec nos collègues dans à peu près une vingtaine d'ateliers durant l'été, avec plus de 250 de nos employés, de définir les valeurs. Ils ont commencé par définir une liste de 14 valeurs, qui après étaient réduites à 8 dans un vote où tout le monde de Genève Aéroport a pu participer. Ces valeurs sont proximité, qualité, fiabilité, écologie, diversité, bien-être, créativité et transparence. Et ils représentent la manière comment nous voulons aller de l'avant, comment nous voulons travailler entre nous, mais aussi avec toutes les personnes autour de nous, les différents organismes autour de nous. Vous les trouvez dans le rapport annuel, liés avec les objectifs stratégiques, parce qu'il y a un lien, et qui vous permettent de vous faire une opinion sur comment Genève Aéroport, dans la manière de faire, conçoit de le faire. Et juste comme petite prélude, cette année, nous envisageons nous allons faire une action qui consiste à organiser des activités pour vivre ces valeurs sur l'année, durant toute l'année de 2018. Nous avons aussi, pour 2017, changé la direction générale et, entre-temps, nous avons vu 3 nouveaux collègues arriver. D'abord, on a eu 2 collègues qui nous ont quittés parce qu'ils sont partis à la retraite. C'est M. Xavier Rolschlag, notre ancien directeur des opérations, et M. Delettra, notre directeur des ressources humaines. Et nous avons vu l'arrivée de 3 nouveaux collègues. D'abord, en automne, M. Philippe Moraga comme nouveau directeur des infrastructures. Et en décembre, après 1 mois de collaboration avec les 2 collègues qui ont pris la retraite, Madame Silberman-Dunant comme nouvelle directrice des ressources humaines et M. Giovanni Russo comme nouvel directeur des opérations. Alors nous avons pu nous préparer pour cette année de rajeunir l'équipe, mais aussi d'amener des nouvelles forces de l'extérieur pour compléter l'équipe et nous préparer pour les défis qui nous attendent dans les années à venir. Avec cette équipe, j'aimerais d'abord vous présenter les chiffres de 2017. Nous finissons avec un chiffre d'affaires de 466,4 millions et nous pouvons dégager un bénéfice net de 78,9 millions. On peut dire que la situation financière de l'entreprise est saine et maîtrisée, mais nous devons quand même constater que malgré les bons résultats, l'activité commerciale reste sous pression, autant de raisons de difficultés structurelles et conjoncturelles,
comme par exemple le Brexit et aussi la différence entre le franc suisse et les autres monnaies, mais aussi en raison de la suppression de surfaces commerciales au profit d'une extension des points de contrôle-sûreté, comme nous avons entendu ça avant de notre présidente. Le grand défi que nous allons vivre les années à venir, c'est réellement comment maintenir des surfaces assez grandes pour les commerces, avec le besoin de pouvoir accommoder quand même un nombre croissant de passagers. Et comme l'a dit notre présidente, nous avons cette année, l'année passée, commencé à nous financer avec un emprunt obligataire. C'était aussi une première, comme d'ailleurs pas mal durant les dernières 12 mois, qui nous a montré à quel point aussi le monde des investisseurs nous apprécie, car nous avons pu lever 175 millions avec un taux d'intérêt de 0,4%, qui est aussi un résultat très exceptionnel et qui a montré justement aussi l'appréciation du monde financier de Genève Aéroport. Si je vais un peu plus dans les détails avec les résultats plus détaillés, comme j'ai dit, nous avons un EBITDA qui est aussi en croissance. Nous avons aussi un cash flow opérationnel qui est en croissance et cette fois-ci un cash flow d'investissement qui est en baisse parce que l'année passée, pour ceux qui se souviennent, 2016, nous avons acheté le centre IATA Swissair, mais en plus nous avons pu garder notre endettement au même niveau, qui consiste à dire que notre investissement de cette année était entièrement financé par notre cash flow. Autre point très important, comme vous l'avez pu voir sur les dernières années, nous avons eu une certaine augmentation des revenus aéronautiques plus vite que ceux commerciaux ou non aéronautiques. Et cette année, 2017, était une première année depuis un certain temps où finalement les deux ont pratiquement donné un résultat sur le même niveau et nous avons gardé la même distribution, c'est-à-dire 56% produits aéronautiques et 44% produits non aéronautiques. Juste petite passe en vue, 10% des redevances produits aéronautiques sont des redevances atterrissage, 43% des redevances passagers et nous avons encore 3% d'autres redevances. Du côté produits non aéronautiques, nous avons 21% qui sont des redevances commerciales, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux restaurants et au commerce, 14% autres recettes d'exploitation, essentiellement des locations, des gens qui louent des bureaux ou d'autres espaces chez nous, et finalement 9% qui proviennent des parkings. Alors, comme vous pouvez voir ici, nous avons une évolution très favorable, et ceci est maintenu même sur les dernières 2 ans, avec une augmentation importante de l'investissement. Néanmoins, nous continuons d'augmenter le chiffre d'affaires. Nous sommes assez en moyenne avec notre bénéfice net. De celui-là, nous verserons la moitié à l'État. Et vous pouvez aussi voir que nous pouvons maintenir de payer une très grande partie de nos investissements directement de notre cash flow qui nous a permis de maintenir nos dettes à un niveau fixe. Maintenant, j'aimerais vous parler un peu des activités aériennes. La connectivité offerte par Genève Aéroport est restée forte en 2017. Pour vous donner un petit exemple, dans une étude que nous avons faite l'année passée, nous pouvons démontrer que de Genève Aéroport, vous pouvez rejoindre 50% des centres économiques de l'Europe en moins d'une journée, aller-retour. Ce qui représente, point de vue connectivité, alors il y a un seul autre endroit en Suisse qui a le même niveau de connectivité, c'est Zurich. Et même quand vous allez vers Lyon, vous êtes déjà à une connectivité nettement moindre. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu maintenir. Nous sommes encore liés dans 49 pays et nous avons 119 destinations européennes et 22 intercontinentales. D'ailleurs, petite remarque, cette année, et nous l'avons déjà annoncé, nous allons augmenter les connexions intercontinentales avec un vol vers Addis Abeba qui finalement nous donne une liaison directe pour l'Afrique. Parce que de Addis Abeba, il y a plus que 20 connexions dans le continent africain.
Nous avons vu, comme je l'ai déjà dit, une croissance des passagers de 4,95% et le nombre de mouvements a évolué de seulement 0,49%, ce qui est quelque chose qui est presque stable. Et finalement, point très positif aussi, c'est que notre activité fret a enregistré une évolution positive de 18,7% contre 6,5% en 2016, un signe supplémentaire que l'économie de la région avait vraiment de nouveau le vent en poupe et se développe très bien. Et déjà, le début de l'année nous montre aussi une très bonne évolution de l'activité fret aussi pour cette année. Si on regarde un peu les différents chiffres, on voit bien que finalement des mouvements entre les trafics de lignes passagers et trafic charter passagers, nous nous retrouvons avec même une décroissance de mouvement. C'est-à-dire nous avons réussi en 2017 d'augmenter de presque 5% le nombre de passagers en réduisant de 0,36%, c'est-à-dire à peu près stable avec le même nombre d'avions, de mouvements d'avions. Et ceci est essentiellement dû à une augmentation très importante de le remplissage des avions. Et d'ailleurs, je vous rappelle que EasyJet a annoncé des taux de remplissage en dessus de 90%, et d'autres compagnies aussi ont annoncé des résultats très favorables. Et deuxièmement, d'une gentille augmentation des avions. On passe des A100 Airbus 319 à des Airbus 320 et on voit déjà aussi pointer des Airbus 321 à venir, et aussi en même temps la capacité a augmenté du côté suisse avec l'arrivée des bombardiers série C. On peut aussi voir un point aussi très positif, l'augmentation importante de mouvements de trafic d'aviation d'affaires avec 6,2%, qui est un excellent résultat, et cette année on est encore mieux dans ce domaine. Le deuxième point que j'aimerais mettre en avant, c'est une manière graphique. Vous voyez d'un côté la progression des nombres de passagers. Vous voyez, on a une progression extrêmement linéaire. Et en dessus, la ligne représente le nombre de mouvements qui est très stable. Et nous envisageons une certaine continuation parce qu'il y a encore des optimisations possibles avec des avions à plus grande capacité pour justement permettre cette croissance avec un nombre de vols moins important, ce qui est aussi très bien dans la situation générale où nous devons quand même tenir compte que l'espace européen est de plus en plus congestionné, et de fait la capacité de Genève Aéroport en ce moment de transporter plus de passagers sans augmenter des mouvements est finalement aussi une manière d'assurer une performance meilleure que si on devait encore ajouter des avions. On peut aussi voir que gentiment nous continuons de combler certains nombres de passagers moins grands, comme en avril, mai, juin. On voit que là, ça augmente de plus en plus. Par contre, nous continuons d'avoir une affluence nettement plus faible en novembre. Mais on voit clairement que nous continuons de souffrir quand même de certains pics, soit-il en mars ou en juillet, qui d'ailleurs est un de nos grands défis, parce que là, on atteint réellement les limites de capacité de notre aéroport. Autre point qui a déjà été un peu éludé ou parlé quand j'ai parlé de la capacité des avions, on le voit aussi dans les statistiques, quand nous divisons le nombre de mouvements ou le nombre de passagers par le nombre de mouvements, nous voyons que nous avons une évolution continue, et d'ailleurs qui se renforce, parce que nous avons passé de 2015 à 2016 de 108 à 112 passagers par mouvement, et de cette année, de 2016 à 2017, nous avons passé de 112 à 118. C'est-à-dire, nous voyons une certaine accélération qui, comme je l'ai déjà dit, explique aussi très bien pourquoi nous n'avons pas eu d'augmentation de mouvement, en tout cas du côté de l'aviation de ligne et de charter. Autre point très important dans notre évolution stratégique, et notre présidente en a beaucoup parlé, c'est pour ça que je me limite à certains impacts, je dirais plus opérationnels de ceci, c'est comme vous le savez, nous envisageons de réduire le bruit vers 2030, et ceci nous ferons en changement de flotte. Et on peut voir aujourd'hui, quand on prend la distribution entre les différentes classes de bruit, petite explication parce que ce n'est pas évident à lire, la classe de bruit 1 c'est les plus bruyants,
et la classe du bruit 5 est les moins bruyants, nous voyons quand même que nous sommes en train d'augmenter autant les avions de classe de bruit 4 que la classe de bruit 5, c'est-à-dire les deux classes de bruit meilleures. Et ça va tout à fait dans la bonne direction. Et si j'additionne ces deux classes, je suis à presque 89% des avions aujourd'hui qui atterrissent ou décollent sur notre plateforme, qui sont dans les deux classes de bruit meilleures, en sachant qu'aujourd'hui, il n'y en a pas, si je ne me trompe pas, un avion classe de bruit 5 pour les avions intercontinentaux. Mais ça va tout à fait dans la bonne direction et nous continuons de suivre ceci dans les années à venir parce que notre engagement, c'est d'amener jusqu'en 2030 un changement très très élevé de la flotte ici pour migrer de plus en plus vers les avions de classe 4 et 5. Et d'ailleurs, dans le PSIA, le plan sectoriel d'infrastructure aéronautique, nous nous engageons aussi de nous assurer que des avions qui décolleront après 22 heures ne seront que des classes de bruit les meilleures, justement pour encore mieux maîtriser le bruit que nous avons sur notre plateforme. Pour les résultats de fret et poste, comme j'ai dit, nous avons une augmentation très importante de 18,6%. On voit bien que aussi l'augmentation de trafic de ligne, parce que nous traitons aussi du fret camionné, c'est-à-dire du fret qui rentre ici en camion et qui quitte aussi notre site en camion. Mais quand on regarde juste l'évolution du fret de ligne, on voit une augmentation de 28,4%. Ceci est aussi expliqué par l'augmentation de fréquence de certaines destinations intercontinentales, changement de type d'avion qui permettent plus de transporter, et ça reste quand même une bonne évolution aussi pour nous parce que ça rend l'attractivité de la plateforme plus grande, parce que les compagnies aériennes ne trouvent pas seulement une clientèle friande de classe business et première, mais aussi la possibilité de remplir leur avion en fret. Si je regarde un peu la répartition par compagnie, alors le premier point que je fais, c'est que les premiers trois sont restés les mêmes. On a EasyJet avec 44,9%, Swiss avec 12,1%, et British. On voit que EasyJet s'est encore un peu augmenté. Par contre, Swiss a baissé un peu. Ce n'est pas un désinvestissement de Suisse sur la plateforme, mais tout simplement qu'ils ont abandonné plusieurs vols vers des hubs de Lufthansa à leur compagnie sœur Lufthansa. Et si on ajoute les deux évolutions de Lufthansa et Suisse, on arrive à un marché très stable. Et on a aussi British Airways qui, elle, a légèrement baissé comparé avec l'année avant. Derrière, on trouve Air France, Lufthansa, KLM, TAP, qui d'ailleurs a gagné 2 places. C'est une des compagnies qui a aussi une très forte évolution sur notre site, Brussels Airlines, Iberia et Emirates. Si nous regardons de nouveau les villes les plus visitées, nous retrouvons Londres qui a encore pu mettre un peu plus avec 2,4 millions de passagers, suivi de Paris, un peu plus qu'1 million, et Amsterdam. Le point important, c'est quand même, j'aimerais rappeler, comme on a pu entendre, les négociations autour du Brexit continuent, et un des défis pour nous va être la renégociation des droits de vol de la Suisse vers le Royaume-Uni et dans l'autre sens. Parce que, comme vous pouvez le voir, la part des gens qui vont vers Londres est très importante. Et le deuxième point, qui est très important, c'est un peu en parallèle avec l'avancée intéressante de TAP, Portugal, c'est que Porto est maintenant devenu 4e destination de Genève et a finalement pris la place de Barcelone qui a reculé à la 5e place. Les autres villes et aussi tous les détails sur les compagnies aériennes, vous pouvez trouver dans le rapport annuel. Je ne vais pas vous faire offense à vos yeux en vous mettant une liste énorme là sur la projection. Finalement, si on regarde par répartition par alliance, on voit que finalement c'est resté très stable. La première alliance sur le site, en sachant bien que EasyJet est indépendant, est de 27%, suivi de SkyTeam de 10% et 8% OneWorld.
mais je vous rappelle qu'on a 55% de nos passagers qui prennent des vols de compagnies qui ne sont pas dans une de ces alliances. Et comme je vous rappelle, la part naturellement la plus grande là-dessus est celle de EasyJet. Et la petite évolution qu'on a dans la répartition par alliance est clairement un petit peu de perte des différentes alliances par rapport aux augmentations légères mais néanmoins existantes de EasyJet. Maintenant, j'aimerais passer un peu à des thèmes non aéronautiques. Et en premier lieu, toute l'évolution qu'on fait dans le domaine de e-services, c'est-à-dire tous les services qu'on offre sur Internet, qui continuera d'être un domaine stratégique, parce que comme vous le savez, nous sommes pour pas mal de domaines sous pression par des services sur Internet. Aujourd'hui aussi, la majorité des gens s'achètent ces billets d'avion sur Internet. Alors nous devons nous aligner avec ça et offrir un certain nombre de services aussi sur Internet. Petit élément, nous avons été en novembre présents dans le Digital Days de Suisse, qui a permis à Genève Aéroport de montrer quelques-uns de ses développements, comme la dernière version de Geneva App, pendant cette journée digitale, mais aussi d'autres développements, comme par exemple un nouveau outil automatique qui vous répond sur des questions autour des vols et autres. En même temps, nous avons continué de développer d'autres offres, comme la Priority Lane. Pour ceux qui sont déjà été dernièrement, nous avons regroupé les deux Priority Lanes dans une zone spécifique et bien séparée du reste. Nous continuons de développer le Resa Park, c'est-à-dire la possibilité à nos passagers de pouvoir réserver une place de parc en avance, ce qui est quand même un avantage important sur une plateforme où quand même il nous arrive d'avoir les parkings très pleins. Et finalement, nous continuons, et d'ailleurs nous avons vu l'évolution des lounges où nous offrons aussi pour des passagers qui n'ont pas accès à la lounge eux-mêmes de pouvoir acheter un accès à une lounge. Et peut-être dernier point, ces e-services montrent vraiment leur bonne performance au point qu'aujourd'hui, vous avez pu entendre de Suisse une annonce qu'ils vont offrir, dans le cadre de leur service, un certain nombre de nos e-services aussi directement sur leur site à leurs clients, comme par exemple le Priority Lane, c'est-à-dire le service qui sinon est seulement offert aux passagers classe affaires ou classe première, et qui permet à ces passagers de pouvoir s'acheter ceci aussi indépendant du billet. Maintenant, si on revient un peu sur les commerces, et là vous voyez une première distribution, et on voit clairement que les domaines importants pour nous dans les recettes, qui sont essentiellement aussi des redevances, c'est dans le change et remboursement TVA, qui reste un domaine très important, la location de voitures, après le commerce de détail et le duty free, et finalement la restauration. Et comme j'ai dit, malgré la pression qu'on vit, le défi qu'on a dû fermer un certain nombre de commerces du côté ville, pour justement permettre la création de ces deux nouvelles lignes de contrôle-sûreté, nous avons quand même maintenu une croissance de 4,9% de ces revenus, qui est un très bon résultat parce que c'est une des premières années où on est resté aligné avec l'augmentation des recettes aéroportuaires ou aéronautiques, car là, on a naturellement sous-jacent toujours la croissance des passagers. Maintenant, après avoir un peu étalé les chiffres, j'aimerais passer un peu de temps de vous parler d'un certain nombre d'événements importants dans l'année 2017 dans les différents services où nous avons pu mettre en œuvre des nouvelles solutions, des nouvelles infrastructures, des nouveaux services, mais aussi faire avancer un certain nombre d'équipes. Le premier point important, c'est l'APOC, le Airport Operations Center. C'est le centre névralgique de notre aéroport. C'était une suite logique d'un échange de données à travers un protocole qui s'appelle ACDM. C'est très barbare, mais qui permet en fin de compte d'échanger les données entre tous les acteurs de l'aéroport, soit-ils les compagnies aériennes, mais aussi les agents au sol,
et aussi Genève Aéroport, mais aussi SkyGuide. Et ça nous permet maintenant, dans ce centre, d'abord avoir accès à tout le monde aux mêmes données et pouvoir gérer les crises, mais surtout, il y a la présence de tous les acteurs principaux au même endroit, qui permet justement, en moment de crise ou d'opération détériorée, de pouvoir s'aligner au plus vite et de ce fait-là, mieux assurer aux passagers la meilleure gestion des situations qui peuvent nous arriver. Le deuxième point que j'aimerais mettre en avant, c'est d'un côté un changement de nom. Pour ceux qui se souviennent, nous avons eu le service sécurité aéroport, SSA, qui s'est changé en nom SSLIA, service de sauvetage et de lutte contre les incendies aéroportuaires. Pourquoi avons-nous opéré ce change? Parce que même moi, je dois lire le nom pour ne pas me tromper. C'est en fin de compte pour se aligner avec tous les autres corps de sapeurs-pompiers des aéroports francophones, parce que c'est ça la détermination internationale. Et ça nous permet aussi dans nos échanges de plus facilement se faire connaître, parce que c'est vrai, si vous devez chaque fois traduire ça, c'est assez compliqué. J'aimerais juste mettre aussi en avant que notre équipe de SSLIA, qui n'est pas seulement contre le feu, mais a aussi une équipe ambulance, a fait à peu près 7400 interventions de différents types, et qui sont d'ailleurs un élément important pour nous, parce qu'ils nous assurent dans toutes les situations le soutien d'éviter un départ de feu, mais aussi la gestion des blessés et autres. Deuxièmement, le PURGA, c'est le plan d'urgence Genève Aéroport. Nous avons pu le développer plus loin, aussi en alignement avec les travaux du canton, qui est passé d'un plan d'urgence cantonal Osiris, qui s'appelle maintenant Orca Genève. Je veux bien, c'est des termes assez barbares, mais ma foi, c'est comme ça. C'est vraiment un travail que nous avons fait en 2017, mais aussi en formation, pour justement assurer que tous les incidents qui peuvent y arriver sont traités, les gens sont préparés, nous avons les équipes qui savent qu'est-ce qu'il faut faire, nous avons des fiches pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire et comment on collabore avec le canton. Et ça, c'est vraiment un point très important pour notre future évolution. Maintenant, je vais vous parler un peu des différentes infrastructures et travaux qu'on a fait. Alors d'abord, nous avons commencé en mai 2016 le BAT 1, c'est-à-dire la partie souterraine de l'aile Est, et ces travaux ont été finis fin de l'année passée, il y a encore quelques petits travaux qui doivent continuer, et nous avons pu commencer les travaux pour la structure qui va sortir de terre, et les premiers travaux vraiment sur site commenceront tôt cet été. Et ça serait terminé en 2020, au bon moment, avec la fête des 100 ans de Genève Aéroport. En même temps, nous avons transformé le hall de check-in. Pour ceux qui sont venus par le devant, vous avez pu voir, nous avons pu avancer la face avant de 6 mètres. Nous avons gagné 1000 mètres carrés. Oui, j'aurais bien aimé 100 000 mètres carrés, mais ma foi, on peut toujours rêver un peu. 1000 mètres carrés qui nous donnent beaucoup d'espace supplémentaire, et nous avons pu finir ça parfaitement dans les délais parce que le pari était de finir ces travaux juste avant Noël, avant la saison de ski. Nous avons aussi créé un nouveau contrôle de sûreté centralisé. Vous savez qu'aujourd'hui, ou jusqu'il y a une année, ou quelques mois même, le contrôle de sûreté était centralisé sur la mezzanine, c'est-à-dire un étage en dessus de l'enregistrement. Nous avons vécu l'hiver 2016-2017 avec pas mal de problèmes et des queues. Nous avons pris la décision en 2017 de pallier ça, et nous avons créé un deuxième contrôle de sûreté qui se trouve justement à l'arrière de l'enregistrement EasyJet, qu'on appelle le contrôle de sûreté centralisé plus, et qui nous a déjà permis de beaucoup mieux gérer cet hiver l'afflux des passagers, et comme l'a dit notre présidente, de passer une journée avec un nouveau record d'affluence sans voir la situation comme on a vu l'année passée. De développer ça avec
2 lignes supplémentaires et nous avons en même temps aussi étendu le contrôle sûreté centralisé parce que nous avons créé des lignes plus longues en enlevant des arcs qui étaient derrière pour justement fluidifier le contrôle et la reprise des bagages. En même temps, nous avons pu ouvrir fin de l'année le pavillon VIP. Comme vous le savez, Genève Aéroport est un point d'entrée pour Genève International. Nous avons un service protocole très très bien reconnu. Et nous avons traité cette année 4700 arrivées de responsables étatiques et pour permettre ceux qui arrivent avec leur propre avion d'avoir un lieu où ils peuvent se rencontrer, ils peuvent attendre, nous avons créé un nouveau salon VIP en direction de Lausanne, justement, que nous avons pu inaugurer cette année. Nous avons aussi créé un couvert entre le satellite 10 et la position 84, ça c'est en soutien des opérations de EasyJet. Comme vous le savez, EasyJet pratique une technique qui s'appelle VIVO, Walk In, Walk Out, c'est-à-dire ils n'utilisent pas les passerelles, s'ils peuvent, mais ils demandent les passagers de rentrer à pied, et ceci à la porte avant et arrière. Mais comme il peut arriver à Genève, comme d'ailleurs qu'il pleut, nous avons créé une première structure qui permet justement de créer un toit pour permettre à ces passagers d'aller dans l'avion protégés des intempéries. Nous avons aussi ajouté, en prévision des contrôles supplémentaires de passeport, des guérites pour le corps des gardes frontières dans le satellite 10, qui nous a permis aussi d'augmenter notre capacité. Et finalement, nous avons continué notre travail avec le bassin versant du Vengeron, qui est là pour récupérer toute l'eau qui écoule de nos pistes, surtout en hiver quand nous faisons du de-icing, du dégivrage, et il y a des produits chimiques qui sont adjoints. Ça nous permet de sortir ça avant que l'eau passe dans une centrale d'épuration. Et ceci serait fini, ce bassin versant du Vengeron serait fini, de rétention serait fini fin juillet 2018. Alors ça c'est sur les travaux, et comme je vous l'ai dit, en ce moment c'est silencieux, on est très contents. Nous continuerons dans les travaux. Comme l'a dit notre président, nous allons dépenser plus que 800 millions jusqu'en 2022 pour justement mettre cette infrastructure à la hauteur des attentes. Et comme vous pouvez le voir, il y a vraiment du travail. L'autre point que je vais juste aborder, c'est notre service sécurité. Et pour ceux qui ne sont pas encore habitués au langage aéroportuaire, enfin quand en anglais ça s'appelle safety, c'est-à-dire c'est pas la sécurité, je dirais sécurité, mais c'est vraiment le service qui s'en occupe de toutes les questions de assurer que les opérations se passent comme ils vont. Et là, j'aimerais juste mettre en avant le travail important qu'ils font de attirer l'attention qu'on doit ramasser tous les objets perdus sur la piste, parce que les avions peuvent perdre des objets, et comme on a pu voir avec l'accident de la Concorde, il y a un certain nombre d'années, ceci peut causer des accidents importants, et nous avons fait cette année une première édition qui s'appelle FOD, c'est Foreign Object Debris Walk, c'est-à-dire où on a invité les gens de faire un passage sur les pistes et autour et le tarmac pour justement voir où ça en est. Nous avons aussi fait des journées pour inciter les gens de faire des safety reports, c'est-à-dire tout le monde ici est invité quand il y a des incidents où il se passe des choses pas comme s'ils sont prévus, de faire des rapports. Et aussi, nous avons fait des travaux de sensibilisation sur l'attention au volant. Comme vous le savez peut-être, pour pouvoir conduire sur le tarmac, il faut avoir un permis de conduire spécifique. Et en plus, les règles sont un peu différentes parce qu'ici, les avions ont priorité et il n'y a pas partout des lignes précises où vous devez conduire. Alors, on a toujours intérêt de maintenir ça. Et en même temps, ce service sécurité nous assure tous le soutien de santé et sécurité au travail. L'année passée, je vous ai parlé de l'initiative I Feel Good qui a continué cette année et qui s'est cette fois-ci vraiment beaucoup axé sur la gestion du stress et a offert un certain nombre de cours de sensibilisation autour de ça. Et finalement, point très important, ce service nous fait aussi tout ce qui est sécurité et protection incendie, c'est-à-dire il nous valide les bâtiments, contrôle les bâtiments, que toutes les voies de secours sont bien, et c'est quand même un travail sur un site aussi
étendu et grand, très important, et c'est un rôle que nous apprécions beaucoup. C'est une autre équipe dans le département des opérations. J'aimerais vite venir un peu sur l'environnement. Comme vous le savez, c'est un engagement important pour Genève Aéroport, et j'aimerais mettre en avant juste quelques éléments. Premier élément, c'est que nous allons commencer en décembre de cette année de adjoindre 1% de biokérosène ou biofuel au fuel distribué, c'est-à-dire que ça serait totalement transparent, et le surcoût que ça génère est couvert par Genève Aéroport et la Confédération. Ça serait une première mondiale, et nous avons fait le calcul, dans la première année, nous allons livrer ici plus de biokérosène qui n'a jamais été consommé avant le début de ce projet. Je pense que c'est une bonne initiative, parce que surtout aussi quand Corsia, le projet de réduction, d'augmentation d'émissions CO2 des compagnies aériennes va commencer, ils auront aussi comme option pour atteindre ce but d'utiliser du biokérosène qui, dans son cycle de vie, est réduit de entre 80 et 90% d'émissions CO2. Le deuxième projet, c'est l'amortisseur de bruit. Nous l'avons mis en œuvre l'année passée déjà, on l'avait déjà annoncé, et nous avons pu faire une première exploitation de ce bâtiment qui permet de réduire par un facteur 100 les émissions sonores émises lors de du test de poussée de réacteur. Nous avons pu faire 387 essais ensemble dans ce bâtiment-là et un bâtiment qu'on a aussi au nord encore pour ça. Et il a fait des preuves. Il y a eu quelques besoins d'adaptation, mais en général, cette réalisation a vraiment montré sa nécessité et son importance pour le site. Finalement, nous avons aussi, dans le domaine de l'environnement et du développement durable, nous avons organisé des événements pendant la semaine du développement durable, qui était dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, qui était en juin. Et on a offert un certain nombre d'activités aux passagers, mais aussi à nos employés. Et c'était pour informer sur les actions engagées par Genève Aéroport, mais aussi les sensibiliser à des bonnes pratiques, comme par exemple promouvoir les produits locaux, bien-être, et de communiquer sur l'utilisation d'électricité 100% renouvelable et suisse. Et on les a aussi sensibilisés au tri de déchets, où d'ailleurs nous avons des taux très très intéressants et nous continuerons de travailler là-dessus. Les ressources humaines, nous avons évolué, nous avons atteint aujourd'hui 1037 employés, ou en équivalent plein temps, 975,15, ça veut dire une augmentation entre 3,3% en équivalent plein temps ou 3,4% en personnes, ce qui reste toujours encore très modéré vu l'évolution des activités, aussi la nécessité d'augmenter les investissements. Comme je vous l'ai dit, nos investissements ont augmenté de 40% entre l'année passée et cette année, si on exclut l'achat du bâtiment IATA, qui n'est pas une construction en soi. Et ceci, naturellement, met des demandes assez importantes sur les gens qui peuvent gérer ça. Autre point important pour nous, nous redistribuons une partie de nos bénéfices en s'approchant de à peu près 1 million en sponsoring. Et là, juste pour vous donner quelques exemples, nous soutenons l'Orchestre de Chambre de Genève, le Festival Caribana, les Fêtes de Genève, Théâtre de Vidi, Forum des Sants, le Festival international du film d'animation, Festival du film et Forum international sur les droits humains, je vais y arriver, FIFDH, mais aussi le Festival international du film d'animation d'Annecy et le Théâtre Forum Mérin. Ça, c'est dans la culture et le tourisme. Dans le sport, nous avons participé à la création des 20 km de Genève, qui s'appelait cette fois-ci les 20 km de Genève, Genève Aéroport. Nous continuons de soutenir les Lions de Genève, qui sont voisins avec leur hall de jeu à Grand-Saconnet. Nous soutenons aussi le Swiss Open de tennis en tennis fauteuil roulant, le Genève Servette Hockey Club, où on tiendra les pouces qui passent ce soir, hein, c'est ça? Un tour plus loin. Hein. Et finalement, nous avons aussi soutenu le Team Genève, c'est-à-dire c'est une équipe de jeunes qui ils se sont préparés à la participation
aux Jeux Olympiques, et nous avons même eu un résultat au-delà de toute l'espérance avec Madame Hoefling qui a gagné une médaille en or et que nous avons eu la chance de pouvoir accueillir quand elle est revenue. Et finalement, nous soutenons aussi un certain nombre d'activités caritatives, c'est Terre des Hommes, Handicap International, Friends International et Genève, la Croix-Rouge. Finalement, quelques éléments encore sur nos actions de communication et de relations extérieures. Comme vous l'avez entendu, pour nous, l'année 2017 en communication était l'année du PSIA, du plan sectoriel d'infrastructures aéronautiques. Un premier prélude on a pu faire avec le forum Genève Aéroport que nous avons fait au bâtiment de Forces Motrices le 13 juin, où nous avons pu inviter la cité pour nous visiter une fois, pas chez nous ici à l'aéroport, mais en centre-ville. C'était un peu la visite de Genève Aéroport de la cité. Et finalement, la consultation du PSIA qui avait une séance publique avec la présence des conseillers d'État qu'on peut voir ici, Anthony Hodges et Pierre Maudet, mais aussi Luc Partassa, ainsi que moi-même, qui était le 30-11, qui s'est fait au T2 pour la population, en plus d'un certain nombre d'activités pour des communes, pour des regroupements de communes, pour les médias et tout ça. Et nous allons naturellement continuer, et nous avons aussi eu un bon nombre d'activités et productions vidéo. Nous avons fait 9 éditions vidéo de notre film interne Geneva Approach. Nous avons publié 4 timelapses, c'est-à-dire des films raccourcis avec des photos de l'évolution d'un chantier, surtout sur THC. Nous avons eu près de 100 contacts par jour sur les réseaux sociaux, comme nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux importants. Nous avons fait 18 communiqués de presse, nous avons beaucoup qui nous suivent, et finalement aussi nous avons traité l'année passée 1057 réclamations sur les réseaux sociaux, et finalement nous avons en plus de 800 demandes médias sur toutes sortes de choses qui peuvent arriver, et comme j'ai dit, nous sommes présents sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, YouTube et maintenant j'ai un trou, Instagram, pardon. Alors voilà, sur ceci, je m'arrête, je vous remercie.